À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, mesdames et messieurs, en suivre cette émission À vous de juger que nous vous présentons tous les jours du lundi au vendredi avec beaucoup de sujets d'actualité. Eh bien, on ne se fatigue pas de communiquer, d'analyser et d'inviter les compatriotes afin qu'ils puissent quand même donner leurs opinions par rapport aux sujets d'actualité de notre pays. Et pour aujourd'hui encore, nous nous retrouvons avec le président de l'Association africaine des droits de l'homme, Maître Jean-Claude Katende. Avec lui, nous allons décortiquer quelques sujets d'actualité. Depuis qu'on a levé les humilités du président Kabila, on ne s'est pas encore vu avec lui. Il est là, il va répondre à ces questions parce que le Sénat avait levé les humilités. La dernière fois que nous étions avec lui ici, il nous avait dit que le Sénat n'allait pas enlever les humilités de l'ancien président. Malheureusement, c'est tombé et les immunités sont tombées. Joseph Kabila doit maintenant faire face à la justice congolaise. Mais également, nous allons... après ce moment-là, on avait condamné Augustin Matata Ponyo, 10 ans de travaux forcés. Il y a quelques questions là de droit que beaucoup de téléspectateurs veulent savoir. Maintenant que Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés, est-ce qu'il y a des juridictions, est-ce qu'il y a des prisons ici en RDC où quelqu'un qui est condamné à ce genre de... Qu'est-ce que je peux encore dire? Quelqu'un qui est condamné comme ça peut passer le temps à faire des travaux. Est-ce que ces prisons existent? Mais est-ce qu'en RDC, on reconnaît encore ce genre de condamnation de travaux forcés? Ça existe. Vous allez quand même le savoir. On va parler aussi de ce présumé détournement de 19,9 millions de dollars américains de Constant Moutamba. Et donc, c'est un peu ça, les sommaires de notre émission. Maître Jean-Claude Katende, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Je me porte bien, comme vous pouvez le voir. Très bien. Mesdames et messieurs, les décors sont bel et bien plantés. À vous de juger ce parti. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Voilà, la dernière fois que nous étions avec vous ici, sur ce plateau, bien que nous avons changé d'emplacement, on parlait de lever les humilités du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, et vous êtes mis en guerre, vous étiez mis en guerre contre le Sénat parce que le Sénat ne devrait pas lever à lui seul les humilités de cet ancien président de la République. Il fallait que ça se fasse en congrès. Votre voix n'a pas été entendue et le principe du droit a été bafoué une fois de plus en RDC, c'est ça? Je voudrais commencer, M. Émile, par vous remercier de m'avoir invité une fois de plus à cette émission que j'estime être une émission très importante. Merci. Où je vous suggère d'inviter beaucoup d'autres acteurs qui ne partagent pas le même point de vue que moi à venir pour édifier les Congolais dans la mesure où c'est de la confrontation des idées que la lumière peut jaillir. En revenant à votre question, il est important que je souligne que le fait pour le Sénat d'avoir levé les immunités de l'ancien président Joseph Kabila ne remet pas en cause les principes que j'avais posés, qui sont en fait des principes basés sur les lois de la République. Et ces principes veulent que, dans le cas qui concerne un ancien président de la République élu, quand il doit être mis en cause, il faut que le Congrès le fasse. Et je vous avais dit en son temps que je voyais très mal que l'auditeur général près la haute cour militaire puisse institutionner la loi sur les statuts des anciens présidents, n'est-ce pas, de la République élue, en prenant quelques articles et en
n'oubliant l'article 8. Et après que nous ayons suivi la décision du Sénat, nous nous sommes au moins félicités d'un fait. Nous avions, devant votre micro ici, insisté pour que les débats sur cette question soient publics. Et vous avez vu que le Sénat a accédé à cette demande en permettant à tous les Congolais de suivre les débats sur cette question, parce que c'est une question importante. Mais est-ce que le fait pour le Sénat d'avoir levé les immunités de l'ancien président remet en cause les principes que j'avais posés? J'ai dit non. Et c'est pour ça que, après avoir pris cette décision, j'avais fait un message sur mon compte X en disant que le fait pour le Sénat d'avoir pris cette décision en violation de la loi portant statut des anciens présidents de la République était une erreur grave. Et je disais aussi que c'était une erreur dont les sénateurs qui ont pris la décision ne pouvaient pas s'imaginer les conséquences. Et donc, nous en sommes là aujourd'hui. Je rappelle aussi que les arguments que j'avais avancés pour dire que les dossiers tels qu'il a été ficelé et les preuves sur lesquelles l'auditeur général près la haute cour militaire avait fait asseoir son argumentaire étaient très faibles. Nous souhaitons vraiment que ce procès puisse commencer le plus vite possible pour que nous puissions en fait entendre l'auditeur général là-dessus et pour pouvoir nous donner vraiment les éléments de taille, parce qu'il n'a pas tout indiqué dans son réquisitoire qui démontre vraiment l'implication, n'est-ce pas, du président Kabila dans les infractions qui ont été mises à sa charge. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin de preuves, maître? Écoutez, moi je ne parle pas comme politicien. Moi je parle comme d'abord un défenseur de droits humains, mais aussi comme avocat. Effectivement. Donc, les discours politiques peuvent faire asseoir un argumentaire, mais les preuves en droit sont d'une autre nature. Aujourd'hui, quand vous posez cette question, vous la mettez en parallèle avec la présence du président Kabila à l'est de la République démocratique du Congo. Effectivement. Ce sont des faits qui interrogent. Hein, ce sont des faits qui interrogent. Et nous avons vu d'autres acteurs qui étaient ici à Kinshasa, qui l'ont rejoint là-bas, ce qui est une grave inquiétude, parce que nous remarquons quand même que depuis 1994, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont dans les mêmes groupes, dans tous les groupes rebelles soutenus par le Rwanda, qui changent tous les jours. Et on se pose en fait la question de savoir, mais qu'est-ce que ces personnes recherchent? Après tous les morts qu'on a connus en République démocratique du Congo depuis 1994, mais qu'est-ce que ces personnes, ces compatriotes recherchent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? En fin de compte, on peut comprendre que les postes qu'ils ont eus en tant que sénateurs, en tant que députés, en tant que ministres, ne les satisfont pas. Ils ont besoin, en fait, de la présidence de la République pour pouvoir mettre en œuvre leur agenda. Je pense que c'est ce que les Congolais devraient comprendre, que nous, Congolais, nous ne devons pas soutenir les gens qui recourent aux armes pour pouvoir accéder au pouvoir, ou des gens qui recourent aux armes, qui tuent les Congolais pour conserver le pouvoir. Je pense que les jours où nous prendrons conscience de ça, nous ne permettrons plus que certains Congolais prennent les armes, tuer leurs propres compatriotes pour qu'à la fin, ils accèdent à des fonctions importantes dans l'armée, dans le gouvernement ou dans les autres institutions publiques. Comme aussi nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un tue le Congolais
pour pouvoir conserver le pouvoir. Très bien, on y reviendra parce que je vais aller jusqu'à la page, votre dernière page d'opinion, où vous avez quand même décrié tant de choses. Donc, en parlant de preuves sur lesquelles l'auditeur général de FARDC devait s'appuyer, je posais la question de savoir si la présence physique de Joseph Kabila à l'est de la RDC ne suffisait pas. Non, je ne pense pas que le fait pour le président Kabila d'être à l'est puisse suffire pour démontrer qu'il est en complicité des infractions qui lui ont été mises à sa charge. Je pense par contre que l'auditeur devra s'approcher, n'est-ce pas, de certaines personnalités qui participent à toutes les consultations que le président Kabila a sur place pour pouvoir dénicher quels sont les termes de conversation qu'il a avec les autres pour, n'est-ce pas, comprendre quel est le but principal de sa présence là-bas. Mais comme je vous ai dit, la présence quand même du président Kabila interroge, parce que nous ne devons pas oublier que la même loi portant statut des anciens chefs d'État, des anciens présidents de la République élus, ne donne pas seulement des droits à cet ancien président, mais lui impose aussi des devoirs, notamment des devoirs de réserve. Mais voir un ancien président de la République s'afficher avec les mouvements rebelles dont le contrôle est assuré par le Rwanda, qui est une puissance étrangère qui agresse la République démocratique du Congo, on est en droit de nous poser des questions si le président Kabila reste dans les termes de loi de la République qui en fait circonscrivent son rôle en tant qu'ancien chef de l'État, mais qui circonscrivent aussi son rôle en tant que sénateur à vie. Parce que là, j'estime personnellement, et c'est ce que je vais essayer de développer dans la page d'opinion libre que je vais publier le lundi prochain, où je parle des 5 erreurs commises par le président Kabila. Je vais y revenir en détail, mais sa présence auprès d'un groupe, même si ce sont des Congolais, mais tout le monde le sait au niveau national comme international, que l'AFC et l'M23 sont soutenus par le Rwanda. Et le Rwanda qui est un pays qui agresse la République démocratique du Congo. Le fait pour l'ancien président Kabila d'aller dans ce lieu-là et être protégé par les militaires rwandais doit poser en fait des questions à nous. Et nous disons là que le président Kabila est allé en dehors de loi de la République, notamment la loi portant statut des anciens présidents de la République élus qui lui impose des devoirs et il doit pouvoir les préserver. Vous avez suivi dans son adresse à la nation où il parle de mettre fin à la dictature. Ça veut dire que le président Kabila estime que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui transgressent, violent les lois de la République qui instituent en fait la démocratie. Mais lui-même, le président Kabila, son attitude démontre qu'il n'est pas respectueux des lois de la République, notamment de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, qui lui impose des devoirs. Et au-delà de tout ça, il y a aussi des questions de morale que le président Kabila viole en se mettant avec un groupe rebelle ou des groupes rebelles qui sont soutenus par une puissance étrangère. Et donc, on peut comprendre aujourd'hui que le président Kabila est en bon terme avec les Rwandais, dont il est appelé à condamner l'action du fait tout simplement que lui-même, en tant qu'ancien chef de l'État, il avait condamné les anciennes agressions du Rwanda et aujourd'hui il ne les fait pas. Nous devons, en tant que citoyens, nous poser des questions et la question principale que je me poserai, c'est de savoir si le président Kabila, dans ce qu'il est en train de faire à l'est de notre pays, travaille vraiment dans l'intérêt des Congolais. Très bien. Alors, Maître Katende, vous avez dit que tout le monde attend quand même le procès.
Mais comment est-ce que ça va se passer au moment où le président Kabila, je ne pense pas qu'il sera ici à Kinshasa, pour se tenir devant la justice ou ses avocats? Comment ça va se passer? Non, mais ça va se passer comme on a fait avec Nanga. Oui, comme c'est passé Nanga, le fait pour un prévenu de ne pas se présenter alors que toutes les pièces de procédure lui ont été envoyées ou signifiées par d'autres modalités prévues par la loi, n'empêche pas à la Cour de pouvoir procéder au jugement. Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez toujours réagir à travers le numéro qui est là, affiché, vos questions par SMS ou par voice. Donc nous allons répondre. On continue. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on doit attendre de la justice dans ces dossiers de Kabila? Alors, les immunités étant levées, c'est qu'aujourd'hui, les poursuites contre le président Kabila sont permises. Ça veut dire en d'autres termes qu'au-delà des personnes, d'autres personnes qui ont été interrogées par la justice devra fournir des efforts pour atteindre le président Kabila et l'inviter à venir présenter ses moyens de défense devant l'auditorat général ou devant l'auditeur général près la haute cour militaire. Si le président Kabila ne se présente pas comme il a fait pour le Sénat, la conséquence est que dès que l'auditeur général estimera qu'il est suffisamment, le dossier est suffisamment instruit et qu'il peut l'envoyer en fixation devant la haute cour, il le fera. Donc aujourd'hui, je pense que la démarche va être orientée pour inviter le président Kabila à venir répondre aux charges qui sont mises à sa charge, et qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, au moment où l'auditeur général estimera que le dossier est suffisamment instruit, qu'il a suffisamment d'éléments et de preuves pour pouvoir, n'est-ce pas, faire fixer les dossiers devant la haute cour, il le fera. C'est possible, si Joseph Kabila ne se présente pas, qu'il ait condamné, tous les avantages liés à son rang d'ancien chef d'État tombent. Je ne peux pas anticiper sur la décision que la haute cour va prendre. Non, je dis s'il arrivait qu'il soit condamné. Tous les avantages liés à son rang tomberont quand même. Non, il est important de savoir que d'abord, le président Kabila est poursuivi pour un certain nombre d'infractions, notamment participation à un groupe rebelle. Il faut noter aussi les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, qui sont en fait des infractions. Je vais me permettre la tautologie pour permettre à vos téléspectateurs de comprendre, qui sont en fait des infractions à la loi. Maintenant, si au-delà, si le président Kabila est condamné à certaines peines en rapport avec les infractions qui sont mises à sa charge, la Cour pourrait prononcer d'autres peines accessoires, notamment lui retirer par exemple tous les droits civiques, tous les droits civiques et politiques, notamment il ne peut pas être candidat à ceci ou à cela, mais aussi on peut lui retirer certains avantages qu'il a en tant qu'ancien chef de l'État. Très bien. On revient sur ce qui est déjà passé. Il est déjà condamné. Matata Ponyo, je l'ai annoncé dans le sommaire de l'émission. Maître Jean-Pierre KTD. Aujourd'hui, Matata Ponyo est condamné concernant les dossiers de Boukangalonzo, que tout le monde connaît. 10 ans de travaux forcés. Ça se passe comment? Éclairez-nous un peu comment ça se passe comment? Je pense qu'il est important de dire que la peine des travaux forcés, elle continue à exister dans le droit pénal congolais.
mais c'est quand même une peine qui est en contradiction avec les droits humains et qui est en contradiction aujourd'hui avec la constitution de la République démocratique du Congo, parce qu'on parle bien des travaux forcés. Mais dans son application, et avant d'arriver à l'application, je voudrais quand même préciser que quand on parle de 10 ans de travaux forcés, ça veut dire tout simplement que M. Matata ne va pas aller en prison. On ne va pas l'arrêter pour aller en prison. Je pense qu'il fallait, la loi prévoit qu'il y ait des lois complémentaires pour pouvoir définir comment, n'est-ce pas, cette peine de travaux forcés va pouvoir s'exécuter. C'est aujourd'hui la lacune qu'il y a à ce niveau-là. Bon, je n'ai pas lu l'arrêt. Est-ce que l'arrêt détermine les modalités d'application de cette loi? Je pense que c'est là où le problème va se poser, d'autant plus que les lois ne circonscrivent pas les modalités d'application de cette peine qui est très rarement prononcée par la justice de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez entendu, parce que c'était une question de téléspectateurs, de savoir comment est-ce que ça va se passer. On va l'arrêter, il sera conduit à Makala. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme c'est des coutumes. Pas du tout, mais il faut quand même dire que cet arrêt, cette décision de la Cour constitutionnelle fait quand même un mélange de beaucoup de choses. En même temps, on condamne M. Matata pour des faits qui ont été mis à sa charge, mais en même temps, on ne veut pas l'arrêter. On ne veut pas prononcer une peine dans le sens de l'arrêter, parce que politiquement, ça risque de poser des problèmes. Mais on prononce quand même une peine qui n'est pas très usitée en République démocratique du Congo et dont les modalités d'exécution sont pratiquement inexistantes. Mais en même temps, on lui retire quand même tous ses droits civiques et politiques. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans, comme si c'était ça le but recherché. Vous voyez? Comme si c'était ça vraiment le but recherché, de profiter de la peine des travaux forcés qui est prononcée contre lui pour prononcer d'autres peines accessoires. On parle aussi de confiscation de biens immobiliers et autres. Non, je pense que la confiscation des biens immobiliers est directement liée à la peine qui est prononcée en fonction des infractions qui ont été commises. Donc ça se justifierait. Mais constater que les faits sont établis à charge de telle personne et prononcer une peine qui me semble adéquate pose quand même un certain nombre de problèmes. Mais est-ce que le bien, ça veut dire que le bien des Matata qui seront confisqués seront vendus pour restituer l'argent détourné? Je pense que c'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Maintenant, il faudra qu'on détermine de quel bien il va s'agir. De quel bien il va s'agir. C'est en fait ça les problèmes. Très bien. Alors, on revient sur la dernière demande sur la levée des immunités du ministre Mutamba qui a été déjà validée par la commission de l'Assemblée nationale. Monsieur Mutamba s'est présenté quand même. Maître Katende, il y a un téléspectateur qui m'a posé la question, qui m'a demandé de vous poser cette question. Est-ce qu'en droit, le pardon compte? C'est par là que je commence sur le dossier Mutamba. Non, le pardon ne compte pas en droit. Le pardon ne compte pas. Les pardons ne comptent pas, mais si une personne se présente devant les juges, parce que les pardons peuvent être liés, peut être considéré comme un aveu. Il faut le prendre dans ce sens-là. Quelqu'un qui reconnaît avoir mal agi, qui reconnaît avoir commis les faits dont il est question, ça peut être en même temps une situation qui aggrave sa situation
Mais ça peut être aussi, compte tenu de certaines susceptibilités du dossier, être considéré par les juges comme étant en face d'un individu qui voudrait collaborer avec la justice, qui voudrait faciliter le travail de la justice, et ça pourrait éventuellement être pris en compte dans la fixation même de la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai dit que le pardon n'existe pas en droit congolais, mais le fait d'avouer, le fait d'accepter qu'on a été l'auteur de tel fait ou on a mal agi peut être une situation soit qui aggrave ou une situation qui peut être considérée comme pouvant compter dans le taux de la peine. Mais en droit congolais, le repentir ne joue absolument pas de rôle. Votre lecture sur ce dossier des 39 millions de dollars américains pour la construction d'une prison à Kisangani, on parle de 19,9 millions logés dans un compte de l'entreprise, et vous connaissez comme le dossier. Comment est-ce que vous avez fait votre lecture dans ce dossier? Je pense qu'il est d'abord important de dire que pour nous et pour les jeunes de la République démocratique du Congo, nous pensions que le ministre Mutamba allait être une exception, et je pense que le combat qu'il a mené contre certains réseaux mafieux en rapport avec l'administration de la justice devait en fait les mettre dans une situation où il devait veiller sur ses paroles, sur ses actes tous les jours de la vie. Parce qu'il y a certainement des personnes qui l'attendaient au tournant pour, n'est-ce pas, pouvoir le saisir. Et dans les dossiers sous examen, je me dois de dire, comme on l'a dit à l'Assemblée nationale, que l'autorisation n'est pas donnée pour poursuivre M. Mutamba, c'est pour l'entendre. Okay. C'est pour l'entendre, pour permettre au procureur général près la cour, n'est-ce pas, près la cour de cassation, de pouvoir l'entendre. Si il entend M. Mutamba et constate effectivement que tous les éléments sont réunis pour pouvoir les traduire en justice, il devra retourner devant l'Assemblée nationale, je voulais dire, pour maintenant solliciter, n'est-ce pas, l'autorisation pour les poursuites. Une parenthèse, maître. Est-ce qu'avec tout le ministre, on doit faire pareil? Toujours aller du côté de l'Assemblée nationale pour demander la poursuite, ou c'est comment? Pour tous les ministres. Ok. Pour tous les ministres. C'est une précision de taille. Pour tous les ministres. Ce n'est pas un cas particulier pour les ministres de la justice. Et je dois noter aussi que les meetings que M. Mutamba avait tenus devant les palais de justice là-bas, où il a donné l'impression de défier la justice, pour un officiel, ce n'était pas une très bonne attitude. Hein? Ce n'était pas une très bonne attitude. Il doit pouvoir jouer à la réserve. Et moi, je me demande si ces meetings étaient, il avait l'autorisation du président de la République ou directement de la première ministre pour pouvoir tenir les propos qu'il a tenus contre le pouvoir judiciaire. Je pense que là, ce n'est pas l'attitude vraiment d'un homme d'État. Maintenant, en ce qui concerne le sujet lui-même, parce que nous avons entendu les histoires de part et d'autre, la première question qu'il faut se poser, c'est que comment sommes-nous arrivés pour des fonds qui étaient destinés à la réparation en faveur des victimes, à imaginer qu'on pouvait les affecter pour la construction, n'est-ce pas, d'une prison? C'est la question fondamentale est là-bas. Qui a décidé que les fonds destinés à la réparation pour des victimes soient affectés à la construction de la prison? Et quelle est la relation
que les victimes ont avec, n'est-ce pas, avec la construction d'une prison. Vous voyez, ça, ce sont en fait des questions fondamentales. Ça, on ne l'a pas dit assez. Qui a décidé que les fonds destinés aux victimes soient affectés, n'est-ce pas, à la construction d'une prison? Et vous savez que ce fonds a été, la gestion est confiée directement au ministre de la Justice. Et ce fonds, on n'a pas dit qu'on devait s'amuser avec. C'est quand même des fonds destinés aux victimes des Congolais qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs frères. Et ce qui est dommage dans ce pays... sont restés infirmes. Oui. Et moi, il y a 2 semaines, j'étais à Kisangani. Je suis passé par là pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, mais les gens sont démunis. Et ces gens qui ont été victimes de tous ces faits, je vois très mal comment ils vont profiter directement de la prison. C'est ça en fait les problèmes. Est-ce que la prison n'a pas été utilisée comme un outil qui pouvait servir à détourner l'argent? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Ouais. Il y a aussi une autre question qu'on a posée, c'est que, on l'a dit à l'Assemblée nationale, que le ministre a reconnu n'avoir pas respecté les règles du marché public. Ça, c'est un fait. Mais un autre fait aussi est que l'entreprise à qui le marché a été confié n'a pas de capitaux qui puissent démontrer que c'est une entreprise sérieuse. Et en même temps, c'est une entreprise qui a été créée, il paraît, dans la foulée, n'est-ce pas, de toutes ces transactions. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Mutamba n'est pas le seul à faire ce genre de pratiques. Heureusement que la Première ministre a fait une mise au point là-dessus pour rappeler au ministre comment les marchés publics, même celui de gré à gré, doit pouvoir se passer. Mais ce sont des techniques qui sont très utilisées dans notre pays pour détourner l'argent. Rappelez-vous du procès de 100 jours, c'était presque la même pratique, même si aujourd'hui, nous savons que presque tout le monde dans ces dossiers a été innocenté. Les maisons, on ne sait pas où on peut les situer. L'argent qui était confié, prévu pour ces travaux, on ne l'a jamais retrouvé. Mais ce qui est bien, c'est que dans la tête des Congolais, même si la justice a innocenté les gens, les Congolais continuent à considérer certaines personnes comme ayant détourné l'argent ou des projets de 100 jours. Mais les camps Mutamba parlent aujourd'hui de l'acharnement, des noms à battre contre ces détracteurs. C'est une manière de banaliser quand même le fait. Non, mais je pense que la question fondamentale, c'est celle de se poser, de se demander comment en sommes-nous arrivés là. C'est M. Mutamba lui-même qui a prêté les armes à ses propres adversaires. Et dans ce pays où la mafia ici en République démocratique du Congo, les réseaux mafieux sont très forts. Et quand vous les attaquez de manière frontale comme il l'a fait, il devait être conséquent avec lui-même, c'est-à-dire gérer de telle sorte qu'ils ne commettent pas d'erreur. Vous voyez, de telle sorte qu'ils ne commettent pas d'erreur. Vous avez appris que la clôture de l'aéroport de Lubumbashi, un espace qui n'est pas trop grand, a coûté 7 millions de dollars. Et la RVA a dépensé, dit avoir dépensé 7 millions, disons plus de 7 millions de dollars pour construire une clôture d'un aéroport. Vous imaginez? C'est des sommes qui vous donnent en fait des maux de tête. Et je pense que monsieur le ministre, est tombé ou serait tombé aussi dans les mêmes pratiques. Comment la clôture d'un aéroport peut coûter plus de 7 millions de dollars? Franchement. Hein?
dans un pays où nous avons des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter la quinine contre la malaria. Et il y a des individus, parce qu'ils ont été nommés à tel ou tel autre poste, qui se servent, quoi. Qui se servent impuniment. Depuis un moment donné, Maître Jean-Claude Katende, en RDC, les députés, les sénateurs, les ministres, donc les cadres d'entreprises publiques, c'est distinct dans des dossiers de détournement, dans des dossiers sales en République démocratique du Congo. Si on ne parle pas au sein de FRDC, vous avez entendu longtemps parler des détournements, de ceci ou de cela, dans l'enseignement des détournements, au ministère de la Santé des détournements, même au ministère des Sports des détournements. Les détournements partout, c'est comme si les détournements deviennent un mode de vie en RDC pour les soi-disant intellectuels. Notre pays traverse des moments très difficiles. Aujourd'hui, on ne sait pas sur qui en fait on peut s'appuyer. On ne sait pas sur qui l'État peut s'appuyer. Les gens sont intelligents, les gens parlent bien, mais le problème de l'intellectuel congolais, c'est le manque des valeurs éthiques, des valeurs morales. Vous avez parlé de l'enseignement, mais laissez-moi vous surprendre. Vous savez que les bulletins de nos écoles primaires et secondaires sont imprimés à l'étranger. Ah oui? Les bulletins de nos enfants sont imprimés à l'étranger. Ça, c'est une information. Et quand ces bulletins arrivent ici, chaque enfant paye 2 $ pour le bulletin. En fait, on va l'imprimer à l'étranger pour rendre difficile les contrôles. Vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, ici à Kinshasa, comme en province, nous n'avons pas d'imprimerie qui soit capable de pouvoir imprimer le bulletin scolaire. Donc, ce pays a des problèmes énormes. Et je pense que nous avons les personnalités qui sont souvent en vue sont des personnalités qui ne peuvent pas aider ce pays à aller de l'avant. Il faut que le président de la République aille au-delà des partis politiques, aille au-delà de son cercle pour trouver des Congolais qui puissent l'aider à faire avancer le pays. Parce que si chaque fois on doit dire que c'est l'entourage du président de la République qui lui pose des problèmes, mais chaque fois que le président de la République choisit toujours les mauvaises personnes, en fin de compte, ce n'est pas l'entourage qu'il faut remettre en cause, mais il faut remettre en cause le président lui-même. Parce que toutes ces informations que nous divulguons, le président est censé les avoir. Comment les bulletins des enfants congolais, aujourd'hui, plus de 60 ans d'indépendance, nos bulletins pour nos écoles sont imprimés à l'étranger. Et un bout de papier comme ça, imprimé, doit coûter 2 $ à chaque enfant congolais. C'est un scandale. C'est un scandale. Et aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir qui peuvent vraiment aider ce pays à aller de l'avant. La plupart des gens, la plupart des responsables n'aiment pas les Congolais, ils aiment le Congo. Parce que le Congo a suffisamment de moyens qu'ils peuvent détourner sans être inquiétés. Et ça, c'est grave. Voilà. Je pense qu'on peut évoluer. Non, je reviens. Je n'ai pas fini avec le ministre Moutamba. Allez-y. Maintenant, il y a des bruits, en fait, que le procureur général près la Cour de cassation doit pouvoir vérifier. Est-ce que l'argent est parti du compte où il a été officiellement vers le compte de cette entreprise-là? Est-ce que l'argent a été déjà utilisé? C'est en fait un ensemble de questions auxquelles le ministre Moutamba est appelé à coopérer pour que la vérité soit connue, quelles que soient les conséquences que cela va devoir engendrer. Mais quand vous entendez des audios qu'on fait passer comme des appels du ministre Moutamba
à tel ou à X pour reconnaître les faits, pour demander aux procureurs qui n'interviennent pas. À un moment donné, nous disons que nos ministres ne travaillent pas de manière professionnelle. En fait, ils se compromettent eux-mêmes par leur propre comportement. Et ça, pour moi, c'est dommage. Il faut que le ministre Moutamba se mette à la disposition de la justice pour pouvoir expliquer comme il a fait devant l'Assemblée générale. Et s'il arrive que le procureur général ait établi que tous les éléments des infractions qui sont mises à sa charge sont réunis, on devra l'envoyer devant les cours et tribunaux. Je pense que ça va aider énormément à ce que ceux qui ont des fonctions publiques puissent prendre conscience que l'argent qu'ils gèrent, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des citoyens congolais. Très bien, mesdames et messieurs, on continue pour terminer cette fois-ci avec, je reviens sur votre dernière page d'opinion. Vous craignez, hein, vous avez dit là, je crains, hein, je prends la première ligne. Ce que j'ai craint pour le Congo, j'ai tiré quelques mots, surtout en parlant de Joseph Kabila, quand dans son dernier discours, où il a juré, c'est un ancien militaire. Là, vous dégagez, il y a vraiment quelques interrogatoires, vous avez relevé quelques points. Il a refusé de citer les noms du président Tshisekedi tout au long de son discours. La dictature doit prendre fin. Vous vous êtes posé la question de savoir comment est-ce que ça peut prendre fin. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus militaire. Depuis, il avait... Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces interrogations que vous vous posez sur les Congo? Mais je pense que vous posez votre question de manière sélective. Dans ma page d'opinion, j'ai repris ce que je crains de l'attitude de ceux qui sont au pouvoir, qui veulent changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Je l'ai fait assurer, président Kassédi. Oui, mais moi, je dois restituer pour l'ensemble de vos téléspectateurs. Il ne faudra pas que les gens pensent que la page d'opinion libre a été une page orientée vers le président Kabila. Nous avons parlé de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, de la manière dont ils se sont pris pour pouvoir mener la bataille pour changer la Constitution. Ça va être un coup d'État constitutionnel et j'ai des craintes par rapport à ça. Concernant le président Kabila, j'ai aussi des craintes quand il dit notamment qu'il va mettre fin à la dictature. Comment il va procéder? Mais dans la suite, il rappelle qu'il est militaire et qu'il a juré de défendre la patrie et de pouvoir se sacrifier, d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Mais il a repris la tenue militaire, oui. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, je me dis, lui, il est allé à Goma comme politicien. Mais il ne peut pas reprendre sa tenue militaire et être en même temps politicien. C'est que le président Kabila ne respecte pas les lois de la République. Si tu es militaire, monsieur le président Kabila, tu ne peux pas faire la politique. Si tu te rappelles de ton serment en tant que militaire, je voudrais aussi te dire que nous avons tous choisi la démocratie comme la voie par laquelle le pays va être géré. Mais si vous vous dites que vous êtes prêt à vous sacrifier jusqu'à la mort, c'est pour quelle république? C'est pour quelle république? Nous, en démocratie, on n'a pas besoin de se sacrifier. On a besoin de nous exprimer, de partager nos idées tout en étant en vie. Voilà, tout en étant en vie. Et la dernière chose que je voudrais souligner, c'est le fait que le dernier serment que le président Kabila a prêté, c'est le serment en tant que président de la République. Et donc, notre ancien président, il oublie son serment, le tout dernier qu'il a prêté comme président de la République. Il se rappelle seulement le serment militaire. En tant que militaire. Ça veut dire en d'autres termes que le président Kabila est dans la logique de guerre. J'aurais bien voulu qu'il nous rappelle les termes de son serment, son dernier serment qu'il a apparemment oublié. Et ça,
ça montre que on va détruire la dictature par... Est-ce que ça ne veut pas dire que le président Kabila déclare officiellement la guerre à Tshisekedi? Si c'est une guerre politique, c'est permis. Mais si c'est on ne parle plus de la politique. Non, mais c'est pour ça que je dis, la guerre politique existe. Effectivement. Ça, en démocratie, c'est permis. Mais si le président Kabila prend des armes ou va derrière de ceux qui ont des armes pour chasser la dictature. Pour chasser la dictature, ça veut dire en d'autres termes que la République devra s'occuper de lui. Alors, mais aussi vous avez parlé du président de la République à jour, Félix Tshisekedi, qui prenait quand même des décisions courageuses de toucher à la Constitution. Et vous avez dit aussi quelque chose là? C'est effectivement ce que je disais pour restituer vos téléspectateurs dans l'ensemble de la page d'opinion libre, en disant que la voie prise par le président, et surtout les termes de ses discours, moi, garant des institutions, qui peut m'interdire de changer la Constitution? C'est quand même grave. On est en démocratie. Et on ne peut pas accepter en démocratie qu'il y ait quelqu'un qui impose sa pensée, alors que nous avons de lois. Et le débat doit être ouvert par rapport à ça. Un autre aspect du discours du président Tshisekedi, c'est quand il dit que toute personne qui va manipuler la population va être exposée à des poursuites judiciaires. Ça, c'est une menace qui n'est pas acceptable en démocratie. Ils ont mis en place la thèse de pouvoir changer la Constitution et nous disons que la Constitution ne peut pas être changée dans le contexte actuel. Laissons les débats s'enchaîner. Mais il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un, président de la République soit-il, qui menace les autres s'ils donnent leur point de vue de pouvoir être poursuivis par la justice. Ça ne marche pas. Très bien. Il nous reste 3 minutes pour terminer notre émission d'aujourd'hui. Maître Katende, nous sommes arrivés presque à la fin là. Est-ce que vous avez quelque chose que vous n'avez pas dit? Ce que je n'ai pas dit. Que vous pouvez dire? Que je me dois de dire. Ouais. C'est de rappeler aux Congolais que si nous voulons que notre pays change, nous devons éviter la logique des camps. Quand Kasavubu, quand Lumumba, quand Tshisekedi, quand Mobutu, quand Tshisekedi, quand Laurent Désiré Kabila, quand Tshisekedi, quand Joseph Kabila, et aujourd'hui nous avons quand Kabila et quand Tshisekedi. Les vrais Congolais doivent être dans le camp du Congo. Parce que les camps qui se battent, ils ne se battent pas principalement pour les intérêts du Congo, mais c'est pour leur intérêt personnel, soit accéder au pouvoir pour accéder aux ressources, soit faire quitter quelqu'un du pouvoir, ou soit pour maintenir le pouvoir, pour continuer à jouir. Il faut absolument que nous, les Congolais, nous prenions conscience que nous ne pouvons soutenir que des personnes dont nous sommes sûrs qu'ils peuvent travailler pour l'ensemble des Congolais. Et ça demande l'effort de nous tous, d'aller au-delà de nos camps politiques, d'aller au-delà de nos tribus et de voir que l'intérêt du Congo. C'est à cette condition-là qu'on peut faire de la République démocratique du Congo un pays plus beau qu'avant, tel a été le vœu de Lumumba et les autres pères fondateurs de notre nation. Et il faut absolument que nous ayons des Congolais qui travaillent pour réaliser ces rêves. Très bien. On termine le mois avec Maître Jean-Claude Katende parce que c'est le dernier jour du mois de mai. C'est aussi la fin de la semaine. Maître, en Europe, il y a la finale de la Ligue des Champions qui se joue aujourd'hui entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Vous soutenez quel club? D'après vous, qui va l'emporter? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et c'est par là qu'on finit cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de la télé républicaine. On se retrouve déjà le lundi à 17h. Juste. Au revoir. Au revoir. À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger.